Bon, merci pour cette invitation, Emmanuel Murphy. Euh, alors, en gros, moi, au CNRS, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est ce qu'on appelle dynamique sociale, évolution culturelle, c'est-à-dire la manière dont les cultures évoluent, les valeurs évoluent, etc. En partant d'un point de vue assez théorique, et puis donc dans un cadre système complexe. Et puis après, je me suis intéressé, notamment pour essayer de tester les modèles ou même pour inspirer les modèles sur ces dynamiques sociales. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est données issues du web, au moment où le web commençait à prendre son essor dans les années 2005-2010. Parce que ça devient une opportunité assez formidable d'observer ces dynamiques sociales qu'avant on ne pouvait observer que par enquête de manière relativement locale. Et donc je vais vous montrer un petit peu des choses que je fais autour de ce sujet-là. J'aurais pu aussi parler, en vous écoutant, je pense qu'il y a une thématique qui est intéressante pour vous, c'est toutes les questions de morphogénèse dans le vivant et dans les systèmes complexes en général, où il y a la problématique, c'est de comprendre comment des systèmes s'auto-organisent pour produire des formes. Des collectifs d'entités vont s'auto-organiser pour produire des formes. Et il y a beaucoup de recherches à l'Institut des systèmes complexes et dans le réseau sur ceci, notamment en biologie et dans les systèmes sociotechniques. Donc je vais passer à autre chose, mais juste pour mentionner, parce que ça peut vous donner des pistes par ailleurs, il y a tout un domaine qui s'appelle ingénierie morphogénétique. Et la question, c'est de savoir comment créer des artefacts qui se construisent eux-mêmes et qui ont toujours, suivant un plan prédéterminé. Donc, par exemple, c'est René Doursat qui avait développé ça et qui développe toujours ça à l'Institut des systèmes complexes. Alors maintenant, il est à Manchester. Mais donc il travaille sur des modèles informatiques où à partir d'une entité qui se multiplie, on va créer une forme. Et un des horizons de ça, c'est par exemple d'arriver à reprogrammer des bactéries pour que quand elles se développent, elles créent une tasse, une maison, n'importe. Donc en fait le développement d'un collectif reprend toujours la même forme globale, sans que ça soit quelque chose de centralisé où on va mettre les pièces. C'est le truc qui s'auto-organise. Donc il y a toute une réflexion dans les systèmes complexes sur l'auto-organisation de la matière et du vivant et les formes qu'elles peuvent donner. Là je vais vous parler d'autre chose. Donc je vais vous parler d'une recherche sur la question des... Alors j'ai appelé ça forme collective. Alors effectivement, le slide, c'est un slide Collège de France, tout simplement parce que ma machine a craché ce matin et j'avais plus d'ordinateur. Donc je ne pouvais pas récupérer. Donc j'ai récupéré ces slides. C'est ça qui correspond à peu près à ce que j'aurais voulu vous dire de toute façon. Mais voilà, je suis reparti de ces slides-là. Donc là, cette intervention-là, en fait, c'était donc autour de la question de peut-on voir, visualiser nos dynamiques collectives maintenant que notamment elles laissent des traces un peu partout sur des supports numériques. Je vais essayer de ne pas avoir de torticolis. Voilà. Alors, un des premiers phénomènes qui est important, un des premiers concepts qui est important de comprendre quand on parle de formes émergentes, de formes collectives émergentes, c'est la stigmergie. La stigmergie, c'est la notion de coordination d'un collectif par les traces laissées dans l'environnement. Donc on ne va pas avoir une coordination directe, ce n'est pas des individus qui se parlent directement en se disant moi j'ai fait ci, ça, tu peux aller par là, etc. C'est des individus qui communiquent par l'environnement et donc en fait qui relèvent des traces dont ils ne savent pas qui les a laissées, mais ils continuent à construire quelque chose. Alors un exemple très simple de ces formes collectives, c'est la fourmilière. Donc les fourmis communiquent entre autres par des phéromones qui sont donc une substance chimique qu'elles laissent dans l'environnement et c'est notamment ce qui leur permet de créer ce genre de structure rectiligne, c'est-à-dire des chemins
qui vont aller facilement trouver les sources de nourriture. Alors pour vous montrer un exemple, c'est des choses qui se simulent, et on peut simplifier ce modèle-là avec un modèle comme ça. Donc là, je vais vous montrer comment les chercheurs ont essayé de simplifier, de comprendre un des traits de l'intelligence collective chez les fourmis, c'est-à-dire la capacité à collectivement trouver les bonnes sources de nourriture et s'attaquer aux sources de nourriture les plus proches de la fourmilière et les consommer. Voilà. Alors quand on y pense comme ça, c'est un problème qui n'est pas du tout évident. Hein. Si la fourmi a aucun plan de l'environnement, bon, elle peut se repérer un peu par rapport au soleil, mais bon, elle n'a pas de carte. Et puis il n'y a pas une chef fourmi qui dit aujourd'hui on va aller taper dans le pot de confiture et puis demain on ira manger le pain là-bas. Donc en fait tout ça s'auto-organise totalement et ça s'auto-organise via la stigmergie. Alors la manière de modéliser la stigmergie, c'est la suivante. On va dire le window. Donc ici là vous avez, alors je vais vous faire sortir quelques fourmis parce que sinon ça reste un peu abstrait. Voilà. Donc vous voyez ici les petits points rouges là, qui ont des formes de fourmis. Ce sont des fourmis artificielles qui ont leur fourmilière au milieu. Et on va modéliser le comportement de ces fourmis en disant qu'elles ont des sources de nourriture ici. Vous voyez, celle-là c'est la plus proche, après c'est celle-là, c'est celle-là. Et on va leur donner 3 règles très simples pour se coordonner. La première règle, c'est si vous ne savez pas quoi faire, vous marchez au hasard. Donc là, vous voyez, elles sont parties un peu dans n'importe quelle direction. Elles vont marcher au hasard. La deuxième règle, c'est si en marchant au hasard, vous tombez sur ou pas au hasard, enfin, si vous tombez sur une source de nourriture, donc l'un des blocs bleus, eh bien, vous détachez un bout de nourriture et vous rentrez au nid. Et en rentrant au nid, vous laissez sur votre chemin de la phéromone, c'est-à-dire une substance qui va marquer le passage de la fourmi et qui est une substance volatile, c'est une substance chimique qui au bout d'un moment s'évapore. Et la troisième règle, c'est si en marchant au hasard vous rencontrez de la phéromone, vous suivez le gradient, c'est-à-dire vous essayez d'aller vers des endroits où il y a le plus de phéromones. Donc si on prend ces 3 règles en fait, qui ne nécessitent aucun échange entre les fourmis à part le fait de communiquer via l'environnement, vous allez avoir cette auto-organisation-là. Donc vous voyez, là le vert c'est les traces de phéromones. Et donc là, les fourmis ont commencé à faire un chemin ici. Donc vous voyez qu'elles vont commencer à manger d'abord la source la plus proche, en se coordonnant sur le chemin. Là, la source la plus proche est entièrement consommée. Donc elles vont repartir au hasard. Voilà, une fois que la phéromone. Et puis elles vont retrouver quelques sources de nourriture. Elles vont se synchroniser préférentiellement sur celle-là qui est plus proche. Elles vont la consommer entièrement. Et à la fin, elles vont consommer la plus lointaine. Et donc ça, c'est un phénomène, qui est un phénomène émergent, qui utilise donc la stigmergie, c'est-à-dire la coordination par l'espace. Et si je refais cette simulation, donc là c'est une simulation informatique, je vais voir exactement la même chose. À des variations stochastiques près, je vais retomber sur la même idée. Donc là, si vous voulez retrouver ce truc-là, ça c'est une plateforme de simulation qui permet de faire tourner différents modèles, ça s'appelle NetLogo, et ça c'est une version en ligne de ce truc-là, et vous pouvez retrouver les différents exemples. Il y a d'autres exemples de stigmergie, et plein d'exemples de systèmes complexes. Mais ici, là, si par exemple, là je peux augmenter la vitesse, là je refais un setup, donc là c'est un peu plus saccadé parce qu'elles vont vite, et vous voyez, encore une fois, on consomme celle-là, après on va consommer celle-là, et puis on va consommer celle-là. Donc en fait, c'est les propriétés de l'environnement et les interactions qui font qu'on a un comportement particulier qui va émerger. Je vais arrêter. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle intelligence collective. C'est un terme qui a été inventé d'abord pour les insectes sociaux, qui après a été généralisé. Enfin, les premières études, peut-être pas d'abord pour les insectes sociaux, mais la modélisation comme ça, c'était en priorité sur les insectes sociaux. Et donc c'est comment un collectif accomplit des tâches
qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'un individu pourrait faire de manière isolée et de manière aussi décentralisée, puisque c'est l'intelligence collective. Donc là, les fourmis, elles trouvent le plus court chemin et consomment. Donc, l'intelligence collective, on retrouve dans beaucoup d'insectes sociaux, hein, par exemple chez les abeilles aussi, il y a cette composante-là. Et puis, bien sûr, chez les humains. Alors, chez les humains, ce qui se passe, c'est que les formes d'intelligence collective sont beaucoup plus complexes et à un spectre beaucoup plus large, puisque on est nous-mêmes cognitivement beaucoup plus complexes. Notamment, on a des formes culturelles évoluées, et donc on va se différencier, on va faire des choses. Donc là, par exemple, c'est deux gars qui prennent un slip rayé. Bon, ils ont certainement leur raison, mais assez mystérieuse pour nous. Mais enfin, chacun a créé sa propre culture. Voilà. En tout cas, plutôt des abeilles. Alors eux, voilà, je ne sais pas ce qu'ils butinent, mais voilà. Alors, un exemple d'effet stigmergique, c'est Wikipédia. Wikipédia, maintenant que... alors, le web traditionnel, c'était on consomme, hein, on lit le 1.0. Le 2.0, c'est en plus, on peut laisser des traces. Et comme on peut laisser des traces, du coup, il y a une nouvelle forme d'intelligence collective qui peut s'organiser, et ça donne des sites comme Wikipédia. Les contributeurs à Wikipédia ne se connaissent pas nécessairement. Quand vous corrigez un truc dans Wikipédia, vous ne savez pas qui vous corrigez. Vous pouvez le savoir si vous regardez l'historique, mais a priori, c'est pas ça l'important. Et ici, par exemple, vous avez l'évolution d'une page Wikipédia sur jour après jour. Donc, comment ça se lit, ce truc-là? En fait, un jour, c'est une bande comme ça. Et un pixel, en fait, vous voyez, ça, c'est la page Wikipédia, c'est la page qui correspond à avortement. C'est pas moi qui ai choisi, c'est un exemple. Donc là, par exemple, vous avez le texte de la page. Et les couleurs, ce sont les couleurs qui correspondent aux contributeurs. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui a contribué tout ça, lui a contribué là et là, etc. Et donc on peut recoder ça, par exemple en donnant un pixel par lettre. Et si on prend un pixel par lettre et qu'on donne le pixel la couleur de la lettre, on obtient une bande comme ça. Et donc si je regarde jour après jour comment cette bande évolue, puisqu'il y a des modifications, j'obtiens cette évolution. Ou là, par exemple, ici, ça c'est la page qui a été effacée. Alors ça, certainement que la granularité ici, ça doit être la minute, parce qu'en fait, une page reste que quelques minutes effacée, après elle est restaurée quasiment immédiatement. Donc ça veut dire que là, sur... non, ça ne veut pas la minute. Il y a le truc ici, j'arrive pas à lire, mais ça a l'air d'être des mois là. Donc en fait, mais ce que vous voyez ici surtout, c'est qu'il y a plein de contributeurs qui interviennent, qu'il y a des moments où ça zigzague parce qu'il y a des polémiques, qu'il y a des moments où c'est effacé. Et donc vous avez un objet comme ça collectif qui apparaît et qui est Wikipédia. Et il faut savoir que donc Wikipédia, au début personne n'y croyait, c'est-à-dire d'avoir une encyclopédie où de manière anonyme chacun modifie un petit truc et que ça reste quelque chose de fiable, alors qu'on a montré qu'en fait en moyenne c'est très fiable, voire presque aussi fiable que les Britannica, Universalis, etc. Et surtout ça a été fait en quelques mois, voire quelques années, alors que les autres, il fallait des années, voire des décennies. Alors, là maintenant, on va s'intéresser à la stigmergie du web, c'est-à-dire, en gros, maintenant qu'on laisse... qu'est-ce qu'on laisse sur Internet quand on navigue? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de contextes. Alors, on va s'intéresser surtout au texte, hein, ici, même s'il y a plein d'autres traces que l'on laisse. Mais rien que si vous regardez le texte, en fait, il y a de plus en plus de contextes où vous laissez du texte. Donc là, par exemple, quand vous tweetez, ça laisse des traces textuelles. Quand vous faites du blog, quand vous contribuez sur Wikipédia, quand les journalistes écrivent des journaux, quand les scientifiques écrivent des papiers, tout ça, ça finit en général quelque part sur le web archivé. Et donc, c'est des traces qui sont laissées et qui peuvent être exploitées. Et il y a une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces traces-là peuvent donner une image en fait de où la société va, de comment la société évolue, comme pour les fourmis où on voit les traces de phéromones. Alors, la question de l'intelligence collective, c'est assez ancien, mais bon, par exemple, il y a
Peter Russell en 82, qui avait écrit un livre qui s'appelle The Global Brain. Alors lui, sa théorie, c'était, il regardait l'évolution des êtres organisés, il disait à chaque fois qu'on passe 10 milliards d'entités qui sont interconnectées, on a en moyenne un nouvel organisme, donc unicellulaire, multicellulaire, etc. Et que ce nouvel organisme est doté de propriétés notamment cognitives supérieures à ses composants. Et il disait, en fait, les hommes sont en train de s'interconnecter via des infrastructures, et quand ils passeront 10 milliards d'hommes, on aura une espèce de conscience qui va émerger globale, et il y aura le global brain. Alors, on n'est pas obligé d'adhérer forcément à ça, moi personnellement j'y adhère pas, mais je trouve l'approche est intéressante, et ça vaut le coup d'aller voir en fait la vidéo qui accompagne ce livre, parce que il raconte vraiment l'évolution des êtres organisés, et c'est assez intéressant. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée que même si il y a ce truc global n'a pas une conscience, quand même collectivement par nos interactions, on produit des choses qu'on serait incapable de produire tout seul. Exemple Wikipédia, mais il y a d'autres exemples. Alors, donc la question des formes que ça peut générer, et comment on peut représenter la connaissance produite sur le web. Alors, une de mes premières questions de recherche, c'était, je m'intéressais à la question de l'évolution des sciences. J'avais fait des modèles sur les interactions entre scientifiques, etc. Et je voulais voir si on pouvait donner une image de l'évolution des sciences. Et donc, en analysant la question, c'était si je prends là depuis, en nombre d'articles numérisés, on doit être entre 70 et 100 millions d'articles scientifiques numérisés, numérisés depuis 1900, voire un peu avant, parce qu'on renumérise des anciens trucs. Donc est-ce que si je prends tous ces articles-là, je suis capable de montrer comment la science a évolué, quelles sont les idées, les ramifications, etc., etc. Donc ça, c'était des choses que j'ai cherchées. Et en fait, c'est une question assez ancienne. Si vous prenez l'introduction à la première encyclopédie française, donc, qui avait été écrite par d'Alembert, il se pose exactement cette question. On avait inventé l'imprimerie quelques décennies avant, à peu près une centaine d'années avant. C'était en 1751. Et donc, il s'était lancé dans la première encyclopédie en disant, française, parce que je crois qu'il y en avait d'autres avant par ailleurs, on va mettre toutes les connaissances de l'humanité dans un grand bouquin, et puis on va pouvoir comme ça naviguer dans ces connaissances-là. Et voici l'ambition, c'est-à-dire rassembler dans le plus petit espace possible, et placer pour ainsi dire le philosophe au-dessus du vaste labyrinthe, dans un point de vue fort élevé, d'où il puisse apercevoir à la fois les sciences et les arts principaux, voir d'un coup d'œil les objets de ses spéculations, les opérations qu'il peut faire sur ces objets, distinguer les branches générales de la connaissance humaine, les points qui les séparent et qui les unissent, et entrevoir même quelquefois les routes secrètes qui les rapprochent. Et alors il compare ça à une map monde, parce qu'à l'époque la géographie était une science déjà assez développée, il y avait des cartes. Donc il dit c'est une espèce de map monde qui doit montrer les principaux pays de la connaissance. Et il précise aussi que donc dans cette map monde, il va y avoir des endroits qui seront connus que de certaines personnes, par exemple les spécialistes du domaine, et donc il va falloir un peu comme ça pouvoir zoomer. Et ce vaste labyrinthe, voilà, ces cartes particulières qui seront connues de certains spécialistes seulement, ça va être les pages de mon encyclopédie, et l'arbre ou la map monde, ça va être l'encyclopédie totale. Donc ça, ils pensaient ça comme ça, effectivement. Après, bien sûr, pour la réalisation, c'était l'époque de l'imprimerie, donc ils étaient obligés d'avoir un peu une approche linéaire, donc ils ont fait l'encyclopédie, les chapitres, etc. Mais au départ, il y avait vraiment la comparaison avec quelque chose de spatial. Donc ça, c'est d'Alembert, 1751. Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut voir ces labyrinthes de la connaissance dont parlait d'Alembert, et en gros, quelle forme on génère en tant que super-organisme? Est-ce qu'on peut reconstruire à partir des traces qu'on laisse sur ce type de forme? Alors, il faut déjà bien comprendre ce que l'on appelle forme et ce qu'on peut espérer des formes que l'on va voir.
La notion de forme ici, c'est une notion qui est proche de la théorie Gestalt. C'est aussi l'idée que la forme, c'est ce qui va nous aider à structurer la perception. Je vous donne cet exemple-là. Je pense que sur cet exemple-là, la plupart d'entre vous voient un triangle blanc, un peu plus clair que le fond, par-dessus un autre triangle où on voit que les contours. C'est-à-dire que ici, si vous ne le voyez pas, ça peut arriver, mais ici, normalement, vous voyez des contours illusoires. Oui, c'est quasiment imperceptible, hein, mais on perçoit une sorte de différence quand on regarde le truc, où on a l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de tracé du triangle blanc du dessus. Alors, en fait, ces contours-là n'existent pas, ce sont des contours illusoires, ce sont des contours qui sont en fait reconstruits par vos aires visuelles primaires, c'est-à-dire que quand le signal arrive sur la rétine, après il passe dans différentes aires cérébrales, et à chaque fois qu'il passe d'une aire vers l'autre, il y a un enrichissement. On détecte les bouts de contour, après on détecte le contour total, on traite la couleur, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'architecture neuronale des aires primaires, donc les premières aires qui commencent à traiter le signal, est conçue pour vous aider à détecter les contours cachés. Parce que typiquement, quand vous avez une scène complexe, par exemple là le bras est caché par l'écran, le bout d'écran de monsieur, en fait je sais que le bras il continue et donc j'ai une intuition qu'il y a une continuité, etc. Donc en fait ça c'est profondément ancré dans les aires visuelles, je ne détaille pas, mais l'architecture de la manière dont sont câblés les neurones fait que ces contours apparaissent. Et on peut même modéliser les aires visuelles et à partir de ça, inférer les illusions que les gens peuvent avoir sous psychotrope. Parce qu'en fait, ce qui se passe sous psychotrope, sous certains psychotropes, c'est qu'en fait, le signal visuel qui vient de l'extérieur est amoindri. Et en fait, ce que vous recevez comme signaux visuels, c'est l'excitation endogène de vos aires visuelles qui s'excitent et qui génèrent des structures qui sont les structures naturelles de détection de contours. Et donc on peut montrer, c'est assez impressionnant, quand vous donnez des psychotropes à des gens et vous leur demandez de dessiner ce qu'ils voient, ils vont dessiner différents trucs, des étoiles, des machins comme ça, etc. Et si vous faites un modèle des aires visuelles et que vous calculez les modes propres de ces aires visuelles, c'est en gros les équilibres d'excitation, mathématiquement, vous retrouvez quasiment les mêmes figures. Donc, là, vous avez détection de contours, et les contours, ils n'existent pas, mais en gros, c'est un artefact qui vous aide à essayer de structurer cette image en disant il y a deux triangles l'un sur l'autre. Et donc, quand on va traiter les traces du web, on va essayer de détecter en fait des contours qui vont être des contours d'activité collective. Et donc, la question, c'est pas de savoir si les contours sont réels ou pas. Si par exemple on va détecter un débat, par exemple le débat sur les gilets jaunes, on va le délimiter par un certain nombre de mots-clés, etc. La question, c'est pas de savoir si le pourtour est exact, au sens précis. On accepte qu'il soit un peu flou. Mais l'idée, c'est qu'il nous aide à structurer un petit peu toutes les données. Donc quand on fait ça, je vais vous montrer donc là des exemples de ce que l'on peut faire quand on reconstruit, donc quand on essaie de trouver, à partir de masses de données, des contours de forme qui seraient contenus dans ces données. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans les détails techniques, mais je vous décris des étapes, que vous ayez une notion de ce qui se passe. Donc l'idée c'est que je vous donne 10 000 articles, 100 000 articles, 20 millions d'articles, et je vous dis, faites-moi une image de la science qu'il y a là-dedans. Donc on part d'un ensemble de documents et la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va analyser ces ensembles de documents. On va analyser en gros les termes qu'il y a dedans. On va faire des analyses grammaticales, on va essayer de trouver les expressions, par exemple architecture contemporaine, résistance des matériaux. On va essayer donc de trouver des expressions qui vont être spécifiques à ce corpus-là, en évitant les expressions trop génériques. L'expression générique, par exemple, notre papier démontre que, ça c'est une expression hyper générique chez les scientifiques, donc tous les papiers démontrent que quelque chose, donc on va essayer d'éviter ce genre d'expression. Donc ça c'est, donc on va détecter des termes, on va faire de l'indexation. Pardon. Ensuite on va essayer de calculer
des notions de relation entre ces termes d'un texte. Est-ce que l'architecture contemporaine est proche de résistance de matériaux ou de graphène, ou etc., ou plutôt proche de bois ou de pierre taillée, etc. On va détecter des contours qui vont être en fait des thèmes, ça va être plus concret après, et puis on va faire de la cartographie, de la reconstruction. Alors, je passe vite parce que je vais y revenir après, mais je préfère aller sur un exemple concret. Exemple concret, donc là on passe dans une activité qui est une activité de cartographie de connaissances ou de bibliométrie. On a participé en 2015 à une exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie autour du climat, puisqu'il y avait la COP21. Et une des questions qu'on voulait montrer, c'est en gros de quoi parlent les scientifiques quand ils parlent du climat. Donc on a pris 30 000 publications, enfin sur les 2 dernières années, les publications qui parlaient de climat, changement climatique dans une archive scientifique, donc il y en avait à peu près 30 000. Et on a appliqué ces méthodes de reconstruction pour essayer de sortir en fait les thèmes qui correspondent aux préoccupations du climat. Alors là vous avez une image, donc là vous voyez il y a une image qui sort, donc on va la détailler, mais là vous avez une image avec déjà une structure qui apparaît, des contours, des couleurs. Je vais aller vous la montrer sur internet, parce que c'est une structure interactive. Donc là, vous avez la figure qu'on avait tout à l'heure. Donc vous voyez, là je zoome, ici ça ce sont des termes, je peux passer en français si vous voulez. Voilà. Donc, comment ça a été construit? Déjà, tous ces termes qui sont là, ce sont des termes qui étaient contenus dans l'ensemble de documents de départ, qui est donc mes 30 000 publications, qui sont là. Par exemple, si je prends zone, on va prendre zone. On va faire un truc en lien avec l'architecture. Donc, donc là, par exemple, îlot de chaleur urbain, voilà. Donc îlot de chaleur urbain, c'est ici. Voilà. Ici, on parle des îlots de chaleur urbain. Je l'ai perdu. Voilà. Donc là, on parle des îlots de chaleur urbain. Alors, les îlots de chaleur urbain, ici vous avez un exemple de texte qui parle des îlots de chaleur urbain. Donc ça c'est la matière brute qu'on a eue. On a eu à peu près 30 000 notices comme ça. Et en fait ça parle de changement climatique parce que il va y avoir des choses sur température, la surface des terrains, etc. etc. Vous m'excusez, dans ces cas-là, vous partez des mots-clés, vous partez du nombre d'occurrences de ce mot-là dans un texte, ou vous faites un travail de réélaboration. Donc là, il y a vraiment, pour arriver à la carte, il y a toute une chaîne qui est assez complexe, qui est implémentée actuellement dans un logiciel qui s'appelle Gargantext, qui est un logiciel libre et qui est disponible pour vous si vous voulez. Enfin, c'est un service de l'Institut. Donc en fait, on prend le texte. L'idée, c'est de vous vous souvenez de ce que je vous ai montré tout à l'heure, les différents contextes de production de texte. L'idée, c'est de développer des méthodes qui soient transverses à n'importe quel contexte de production textuelle. Donc en fait, on veut des méthodes qui, étant donné n'importe quel ensemble de documents qui ont un pavé de texte dedans, peuvent vous dire quelque chose dessus. Donc la donnée brute, c'est vraiment un pavé de texte. Ça peut être n'importe quoi tant qu'il y a du texte. Ensuite, il y a une première étape qui est d'analyser le texte lui-même. Il y a des outils de traitement automatique du langage, d'intelligence artificielle, etc., qui vous aident à reconstruire la grammaire, donc sujet, verbe, complément, etc., qui taguent tous les verbes, enfin tous les termes du texte. Ensuite, à partir de ça, vous pouvez choisir de sélectionner dans votre texte un certain nombre de formes syntaxiques, par exemple les groupes nominaux ou les groupes nominaux suivis de déterminants plus un autre groupe nominal, etc. Donc comme ça, vous avez par exemple ici, vous avez
Vous voyez, vous avez urban form. On pourrait avoir impact of urban form. Ça aurait pu être éligible aussi. Par contre, of urban form, ça ne correspondait pas à la forme de syntaxique qu'on voulait, parce que ça commence par off et on ne veut pas quelque chose qui commence par un off parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à fond. Donc on détermine quelque chose comme ça. Donc à partir de ça, en fait, à l'aide de Gargantex, on interagit et on détermine un ensemble de vocabulaires qui vont être spécifiques au corpus, sachant que la notion de spécificité est déterminée à la fois de manière statistique par le logiciel, c'est-à-dire il vous donne des critères en disant, là, par exemple, aire urbaine, ça n'apparaît pas dans la littérature quelconque, c'est vraiment un truc lié à cette littérature-là, donc en fait il va détecter, il va dire attention, là il y a un mot qui est un truc spécifique à ce corpus, mais par ailleurs vous-même, vous pouvez ajouter votre connaissance expert. Vous pouvez aussi, et Gargantex aussi le fait, c'est-à-dire regrouper des termes entre eux, c'est-à-dire en dessous de aire urbaine, vous pouvez mettre le singulier, le pluriel, ou vous pouvez mettre aussi aire de la ville, etc. Si pour vous c'est pareil, vous mettez en dessous. Donc, pas des regroupements. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut calculer les liens qu'on voit là. Parce que l'idée c'est quoi à la fin? À la fin, l'idée c'est d'avoir une image de la manière dont une communauté donnée, qu'elle soit scientifique, le web, etc., pense des thèmes. Donc là, on a des thèmes de recherche. Donc, la manière dont elle pense des thèmes s'exprime en fait via les traces qu'elle laisse. C'est-à-dire que quand vous écrivez un article en disant les aires urbaines sont reliées à l'ensoleillement et au goudron, etc., en fait, c'est votre manière de concevoir les aires urbaines et de mettre en relation toutes ces choses-là. Et ça, c'est inscrit dans un document que vous avez laissé comme trace. Et donc, l'objectif, c'est de prendre toutes ces traces et ces espèces de petits bouts de puzzle, de le réassembler et d'essayer de faire une image globale de tout ça et de dire, voilà, les aires urbaines, en fait, elles sont dans un truc plus global, etc. Donc, en fait, il faut calculer, il faut définir à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait un lien entre aire urbaine, par exemple ici, là, si je descends, vous voyez, là, il y a un lien entre aire urbaine, température de l'air, surface des terres, vague de chaleur, humidité relative, santé publique, zone urbaine. Donc ça, c'est les termes que tu es le plus mis en relation avec le mot aire urbaine. Donc ça veut dire quoi être mis en relation? Là, c'est quelque chose qu'on va définir, et il y a plusieurs types de mesures que l'on peut choisir. Mais une mesure assez intuitive, c'est par exemple, quelle est la probabilité, étant donné un corpus, d'avoir un terme sachant l'autre? C'est-à-dire que si à chaque fois que je parle de aire urbaine, je parle de température de l'air, si à chaque fois qu'un chercheur parle d'air urbaine, il parle aussi de température de l'air, ça veut dire qu'en gros, dans la communauté scientifique, on fait un fort lien entre air urbaine et température de l'air. Pareil pour les autres. Donc ça c'est... Oui. Une question, parce que tout à l'heure dans le texte, il y avait deux couleurs dans le mot-clé. Il y avait en vert et en rouge. Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre là, dans le texte, c'était en vert, c'était ce que j'avais sélectionné moi, et en rouge, c'était les autres termes de la carte. Donc il n'y a pas de hiérarchie en fait. Non. On pourra y revenir plus tard, mais... Donc quand on fait ça, la première notion à dire, c'est ça veut dire qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je définis comme relation. Donc là, par exemple, il y a probabilité conditionnelle d'avoir un terme sachant l'autre. Il y a d'autres types de relations, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut choisir en fonction de ce qu'on cherche différentes choses. Si ça vous intéresse, on a une formation de Gargantex jeudi prochain. C'est gratuit, c'est à l'Institut. Donc, comme Gargantua, mais avec le texte à la fin. Sur le site de l'Institut, vous avez les formations et vous trouvez le français. Ça sera en français. TEXT, en anglais. Donc là, vous voyez, en analysant ces 30 000 publications, on voit que îlot de chaleur va être fortement relié à tous ces trucs-là qu'on voit là. Hein, donc ces températures de l'air, etc. Mais aussi, ici, va être lié à santé publique, à zone urbaine, ici à zone rurale aussi. Donc tout ça, ce sont les liens qui ont été faits à partir d'îlots de chaleur, reconstruits à partir de l'agglomération. Parce que pour avoir un lien, la probabilité d'un terme sachant l'autre, c'est pas dans un texte. C'est étant donné 10 000 textes, donc potentiellement 10 000 contributeurs différents, comment ces 10 000 font en moyenne la relation de l'un vers l'autre. Donc vous avez agrégé ça, et donc à la fin, ce que vous avez, c'est un graphe. C'est-à-dire des nœuds qui vont être vos termes, et des liens qui sont la mesure de distance que vous avez choisie. Donc, ensuite, pour analyser ce graphe, on va partir dans le côté théorie des graphes.
Donc il y a des outils mathématiques pour analyser les graphes. Et notamment, un des outils, c'est de dire, je veux trouver dans mon graphe des ensembles de nœuds qui interagissent fortement entre eux. C'est-à-dire, c'est exactement comme, j'imagine, dans vos classes de cours, il y a des groupes d'amis, et les groupes d'amis, c'est quoi? C'est des gens qui se voient plus souvent entre eux qu'ils ne voient les autres. Donc, ça va former des cliques, ce qu'on appelle, donc des ensembles très fortement connectés. Et donc, il y a des outils pour détecter ces ensembles très fortement connectés. Et donc, dans l'univers sémantique, on va coloriser les couleurs, les clics, on calcule les clics et ensuite on leur attribue une couleur de manière à pouvoir les repérer. Et ça va être quoi les clics? Ça va être des ensembles de termes qui vont être mis plus souvent en relation entre eux qu'avec d'autres termes. Et donc en fait, ça va correspondre à des sujets dans la littérature scientifique. Donc là, par exemple, vous voyez, là, on a un sujet vert qui est émissions, gaz à effet de serre, taxes, énergie. Donc tout ça, c'est la question des énergies. À côté des énergies, vous avez toute la question de l'impact sur les sociétés humaines et de l'impact des sociétés humaines sur l'environnement, enfin sur le réchauffement climatique. Donc là, utilisation des terres, agriculture, mais ici, tout à l'heure, il y a santé publique, zone urbaine, impact sur la santé, capacité d'adaptation, risque pour la santé, aménagement urbain. Donc tout ça, là, en marron, c'est en gros société et politique d'adaptation. Après, vous avez deux clusters ici qui sont les récoltes, donc la question de l'agriculture, du rendement des cultures, etc. Et en bleu, la question de l'eau. Hein, à la fois les eaux souterraines et les eaux de surface. Donc en fait, ici, là, cet ensemble, vous voyez, c'est un ensemble contigu de thématiques, puisqu'elles partagent des choses. Hein, vous voyez, par exemple, ce terme-là, ici, là, lui, changement de politique, il est à la fois très lié à la question des énergies, puisqu'on parle tout le temps de changement politique dans les énergies, et puis il est aussi très lié à la question de l'impact sur la société humaine. Donc vous avez des termes qui peuvent être verts, mais avec beaucoup d'impact, beaucoup de liens avec une autre zone. Donc vous voyez que là, les zones sont contiguës. Donc là c'est tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a défini des contours et on leur attribue des couleurs. Mais les contours, c'est pas pour dire que, en fait, ce truc-là qui est en bordure n'a rien à voir avec le reste. La qualité de l'air qui est plutôt classée côté impact et politique d'adaptation des sociétés humaines, bien sûr, a à voir avec la question de l'énergie, les combustibles fossiles, etc. Hein. Mais donc on fait des contours pour mieux structurer et dire que voilà, il va y avoir des choses qui sont à l'intersection, des choses qui sont bien à l'intérieur de ces surfaces, etc. Et donc en fait, si vous regardez ces contours-là, il y a des macro-contours, donc des macroformes qui émergent. Et donc là, par exemple, ici, vous avez toute une branche qui va émerger. Voilà, vous voyez, en gros, ça fait un espèce de V, cette forme-là. Vous avez un truc qui est comme ça. Et en fait, ici, vous avez tout ce qui est la branche anthropique, c'est-à-dire l'impact des sociétés humaines sur l'environnement, l'impact de l'environnement sur les sociétés humaines, donc c'est tout ça. Et là, quand on va là, on est dans la branche écosystémique, c'est-à-dire en gros l'impact de réchauffement climatique sur les écosystèmes. Donc là, si je zoome, j'ai les océans, donc les écosystèmes coralliens, les écosystèmes terrestres, avec les mammifères, la graine, etc. Les écosystèmes des sols, avec la forêt. Et puis, ici, l'impact sur la physiologie des plantes. Et puis, bien sûr, un cluster ici, en rouge, un peu générique, sur vraiment toutes les questions de température, de l'air, de réchauffement, d'augmentation des températures, etc. Donc, en fait, cette forme-là, elle s'interprète à divers niveaux d'échelle. Elle va s'interpréter localement. Par exemple, si je sélectionne biodiversité, je vois à quoi est liée biodiversité. Hein, donc, j'ai ici les termes changements environnementaux, services écosystémiques. Donc là, par exemple, biodiversité est très liée à l'écosystème, mais il y a un lien longue distance ici qui est vers services écosystémiques. Et services écosystémiques, lui, il irrigue tous les trucs sur l'impact sur les sociétés humaines, parce qu'effectivement, si on n'a plus d'abeilles, si l'eau devient polluée, etc., on a un gros impact sur les sociétés humaines. Mais donc, en gros, vous avez une structuration au niveau du terme, une structuration au niveau de l'ensemble de termes, le cluster. Ensuite, vous avez une autre structuration en termes de branches ici, donc de clusters, et puis de chaque côté. Et tout ça, ça reflète à la fois les contiguïtés effectives de problématiques, c'est-à-dire que la problématique gaz à effet de serre va être liée à la problématique
Ici du côté écosystémique, à la côté des forêts, donc on va brûler séquestration de carbone, etc. Et puis elle va être liée côté impact sur les sociétés humaines, sur la pollution. Et puis vous pouvez voir donc des macro-structures avec ces branches-là. Donc ça, en gros là vous avez... excusez-moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ces formes-là sont à la fois des formes issues de proximité thématique, c'est-à-dire que physiquement, quand on parle d'émissions, effectivement, c'est aussi très lié à la forêt, puisqu'on va séquestrer, etc. Mais aussi, la forme, c'est aussi lié à la manière dont la recherche elle-même s'organise. C'est-à-dire que la recherche française est organisée en spécialité. Les gens sont souvent dans des silos, et donc en fait, le V est aussi le reflet du fait qu'en France, il y a des gens qui travaillent sur les effets anthropiques, des gens qui travaillent sur les écosystèmes, et il peut y avoir des gens au milieu, mais c'est moins fort. Et en fait, cette carte-là, elle a une résolution, c'est-à-dire que là, vous avez à peu près 800 termes, mais je peux générer une carte plus détaillée avec 2000 termes. Si je génère une carte avec 2000 termes, là, le milieu qui est peu peuplé va se peupler. Donc il y a des gens qui travaillent sur des choses à l'interface, mais ce n'est pas les grandes structures. Comment vous déterminez la distance entre le nœud? Alors justement, donc dernière étape, une fois que vous avez votre graphe, que vous l'avez analysé, que vous avez analysé des paquets dans votre graphe, etc., la question de la visualisation. Donc, vous avez besoin de voir cet objet. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce graphe, un graphe comme ça, donc c'est 800 nœuds, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de liens, donc c'est un objet très complexe. Cet objet très complexe, en fait, il vit dans des espaces de dimensionnalité très élevés. C'est pas de la 3D ni de la 4D. Mais vous voyez au maximum en 3D. Donc en fait, il faut projeter ça en 2D ou en 3D pour que vous puissiez le voir. Donc quand on fait ça, on va forcément perdre de l'information. Mais il y a plusieurs manières de faire ça. Et là, une des manières pour les réseaux qui est assez intéressante, c'est en fait de simuler un système physique. Donc là, il y a un algorithme qu'on a utilisé qui s'appelle Force Atlas et qui est implémenté dans un logiciel qui s'appelle GEFI, qui est un logiciel libre aussi d'analyse de graphes. Et donc cet algorithme Force Atlas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un réseau donc avec les nœuds et les liens qui ont des poids, donc chaque lien a une force, et il va simuler un système physique en disant des nœuds qui s'attirent avec une force de 3, donc ils vont s'attirer, donc ils vont avoir tendance à se rapprocher. Ils vont se rapprocher plus vite que des nœuds qui s'attirent à une force de 0,5. Et les nœuds qui ne sont pas liés vont avoir tendance à se repousser. Mais alors vous voyez bien qu'à ce jeu-là, en fait, il y a plein de contraintes. Tout le monde va se pousser, se tirer. Les gens vont s'attirer, mais en même temps, ils vont tirer de l'autre côté, etc. Alors, en fait, cette mécanique-là va faire que le graphe va se déployer et va trouver un état d'énergie minimale, c'est-à-dire un état où, en gros, il ne peut pas améliorer les contraintes en bougeant un peu. Et ce que vous voyez là, c'est un des états d'énergie minimale de ce graphe quand on l'aplatit en 2D. Si je le mettais en 3D, peut-être qu'il se développerait de manière un peu différente. Hein? Mais en tout cas, cette méthode pour aplatir les graphes, c'est une très bonne méthode pour les visualiser, parce que notamment, là, ce que l'on voit, c'est que les couleurs qui ont été calculées avant l'aplatissement et qui ne sont pas prises en compte dans l'aplatissement, parce que dans l'aplatissement, on prend en compte que les liens et les nœuds, et bien néanmoins, les nœuds de même couleur sont grosso modo au même endroit. Hein? Sauf, par exemple ici, là, vous avez ce marron là qui s'avance dans le vert, mais globalement, les choses sont bien triées. Donc ça veut dire que cet algorithme maximise assez bien l'information que vous pouvez avoir d'un graphe comme ça, en vous mettant ensemble les nœuds qui doivent être ensemble, et en vous mettant à côté les aires qui doivent être à côté. Et donc, ça rend quelque chose de navigable. Hein. Si vous dites à quelqu'un, moi je regarde le cluster en haut à droite, gaz à effet de serre, vous le trouvez, et puis si vous revenez 2 jours après et que vous voulez retrouver émission de gaz, vous vous souvenez que c'est par là et vous pouvez le retrouver. Donc il y a une espèce de notion d'espace qui a été créée par ce truc-là. Donc là, vous avez vraiment une forme collective, c'est-à-dire une espèce de Afrique là, ou de cœur, qui émerge
de toutes les contributions que l'on a prises concernant le changement climatique et dans laquelle on peut naviguer. Alors, Question. oui. Les tailles respectives sont liées aux occurrences qui affectent les mots-clés. Par exemple, la qualification des différents clusters est donnée non pas par la décision d'un tel ou tel, mais précisément par le système humain. En fait, L'écosystème, par exemple, c'est une question de cette occurrence. c'est-à-dire qu'en fait, la taille ici, c'est une taille qui est logarithmique par rapport au nombre de documents. Donc ici, par exemple, j'ai 1300 publications. Si j'en prends un plus petit, je vais en avoir que 322. C'est quand des grandes familles, des qualifications, écosystème, forêt. Ça, ici, là? Écosystème, forêt, classification. Donc là, dans le Ça, ici? Oui. En fait, là, c'est un truc de visualisation, c'est-à-dire que tous les nœuds ont un label, hein, Oui. sauf que je montre le label que à partir d'une certaine surface dans la vision. Donc en fait, forêt, il apparaît là comme ça de loin parce qu'en fait, c'est celui qui a le plus de publications. Il y a 3000 publications sur forêt. On ne voit pas nécessairement que la multiplication des liens l'affecte. C'est ça qui est étrange. Alors en fait, le truc c'est que Par isolé. Le truc, c'est que dans cette visualisation-là, quand vous faites un graphe comme ça, vous ne montrez pas toute l'information. Notamment, vous ne montrez pas tous les liens possibles. Parce qu'en fait, les liens, là, ils ont une force, donc ils sont entre 0 et 1. Et si vous montrez tous les liens, en fait, ça devient illisible. Donc on montre les liens les plus forts. Et pour chaque terme, on ne montre que Alors en fait, il faut voir que la distance est asymétrique, donc du coup, vous pouvez avoir des termes avec beaucoup de liens entrants, et on ne choisit que les, 15 liens sortants les plus forts. Ce qui permet de rendre quelque chose de beaucoup plus lisible. Mais quelque chose comme ça devrait pouvoir être navigable aussi en seuil sur les liens. En fait, ça existe, là je ne vous le montre pas, mais voilà. Mais en tout cas, là par exemple, le positionnement de forêt, il est lié à toutes ces interactions avec les autres nœuds. Et là, ça semble paradoxal, la visualisation. Pardon ? Là, à ce stade-là, ça paraît paradoxal. Il est très gros, il paraît très isolé. En fait, ce qu'il faut regarder, il faut regarder topologiquement. C'est-à-dire que topologiquement, c'est pas qu'il est isolé, c'est qu'il a des liens avec le cluster qui est ici. Donc il a été tiré. Alors qu'un truc qui est là, par exemple, voilà, il ne va pas avoir de lien avec le cluster qui est ici. Donc en fait, le fait que forêt est très lié à la question ici, vous voyez, de la déforestation, la dégradation des forêts, qui elles-mêmes sont très liées à la question de l'atténuation du changement climatique, etc. C'est ça qui fait que forêt est tiré vers le bord. Mais ce qui est important, c'est de voir vraiment les contiguïtés topologiques. C'est-à-dire que quand vous avez forêt, effectivement, la plupart des liens, c'est avec cette partie-là. Et là, vous voyez que cette partie-là, c'est la matière organique des sols, hein, et les biomes, etc. Et si vous allez un peu plus là-dedans, là, on rentre dans les sols. Là, c'est à gauche, c'est les microbiotes. Et en fait, les algorithmes qui détectent comme ça les domaines, ils sont multi-échelles. C'est-à-dire qu'on peut donner une précision. Et donc, en fait, si je demande une précision plus grande, cette aire verte, elle va être cassée en deux entre système microbien des sols et arbres. Et donc, en fait, dans le cluster arbre, forêt, il est vraiment assez central. Tout ce truc-là, là, il est assez central, sauf qu'il est un peu excentré du fait qu'il est tiré par l'autre côté. Donc, en fait, ici, le premier objectif de ce truc-là, c'est on vous donne toutes ces publications et ça vous sort les grands thèmes, de quoi on parle, comment on navigue dedans, etc. Ensuite, l'autre question qu'on s'est posée avec ça, je vais passer assez vite parce que ce n'est pas forcément le thème, c'est on a couplé ça, en fait on voulait savoir les scientifiques à quoi ils parlent quand ils parlent de changement climatique, c'est une chose, mais comment tous ces termes-là et comment ces problématiques-là sont perçus par l'opinion publique. C'était la COP 21, il fallait savoir là. Donc pour ça, on a utilisé comme en gros outil d'approche Twitter. On a suivi, et on suit toujours d'ailleurs, donc depuis 2015, alors ça fait pas mal de tweets. On a suivi sur Twitter, en gros,
400 mots-clés liés au changement climatique. Donc à chaque fois qu'il y a un tweet qui parle de changement climatique, d'ère glaciaire, je sais pas, enfin, des choses comme ça, on l'absorbe, on l'indexe dans une archive numérique. Et donc après, avec tous ces trucs-là, on peut, par exemple, si je choisis agriculture, là, ici, vous voyez à droite, alors là, je peux grossir l'immeuble, je ne sais pas si vous allez très bien voir, parce que là, après, l'écran est pas très grand. Ici à droite, vous avez les tweets qui parlent d'agriculture sur un total là de... Là j'ai quelques tweets là. Bon, alors le chiffre là il est cassé, je sais pas pourquoi. Mais au total, pardon, je le refais voilà, comme ça. Au total, là j'ai 47 millions de tweets dans ma base, donc là je suis sur une période de quasiment 18 mois jusqu'à avril dernier. Et donc là, vous voyez, ça c'est l'évolution du nombre de tweets qu'on capte chaque semaine. Donc il y a des pics, hein, ça va jusqu'à 1,6 million par semaine sur le changement climatique, donc ça dépend de l'actualité. Et donc quand vous sélectionnez un terme comme ça, vous avez à la fois ce que les scientifiques disent, mais à la fois ce qui se dit sur Twitter par rapport à ce terme-là. Et on ne prend pas non seulement Twitter, mais vous voyez dans les tweets souvent il y a des liens, parce que souvent on dit tel article est sorti, etc. Et donc on va chercher le lien, on va chercher la page, et on l'indexe aussi avec le tweet. Donc en fait, on peut chercher forêt, non seulement dans les tweets, mais aussi dans tous les documents qui sont liés au tweet, et donc on peut ressortir un tweet, même s'il ne mentionne pas forêt, parce que en fait il fait un lien vers quelque chose qui mentionne forêt. Donc par exemple là, forêt, là vous voyez, il y a des gros pics ici de forêt. Ça veut dire qu'il y a 3 moments où apparemment on a parlé beaucoup de forêt, alors peut-être que c'est qu'il y a eu des incendies, ou alors il y a eu un article en disant que les forêts c'était les poumons de la Terre, etc. Et donc une des questions après qu'on peut se poser, c'est les scientifiques attachent plus ou moins d'importance à des thèmes, hein. Par exemple la forêt, c'est 10% des publications scientifiques parlent de forêt quand ils parlent de changement climatique. Côté web et citoyens en général, hein, parce que là, c'est quand on prend Twitter, on en prend un ensemble assez flou. Hein, on va attraper à la fois des articles du Monde, des blogs, etc. Bon, enfin, en gros, c'est le web. Comment la problématique forêt est liée au changement climatique sur le web? Donc, on connaît le nombre de tweets qu'on retient sur une période donnée. Et donc, on peut se poser, est-ce que la proportion d'articles sur forêt chez les scientifiques est la même ou équivalente que celle sur le web? C'est des mesures très à la louche, hein, puisque bon, mais ça donne quand même une idée. Donc si on fait le ratio de ces deux proportions, on peut changer les codes couleurs ici, et je vais mettre en bleu les endroits où c'est surinvesti par le web, c'est-à-dire que les endroits où le web parle le plus. Alors, est-ce que vous avez une idée de quelques mots qui seraient surreprésentés sur le web par rapport aux problématiques scientifiques, par rapport au changement climatique, intuitivement? Non, parce que c'est bien que je parle, mais il faut que je boive de temps en temps. Fonte des glaces, mais c'est pas le mot. Fonte des glaces. Si, non, mais c'est expression, hein, je parle pas de mots, je parle d'expression. Fonte des glaces, bon, on va voir. Hein. Couche d'ozone. Couche d'ozone, ok. C'est le symbole du réchauffement climatique. C'est je sais pas, les ours polaires. Alors on va voir. Donc maintenant je vais mettre en bleu ce qui est surreprésenté par. Donc voilà, ça c'est en bleu, ce qui est surreprésenté sur le web par rapport aux scientifiques. Donc effectivement, donc là vous avez l'échelle. Donc quand c'est vert, c'est à l'équilibre. Plus on va vers le bleu, plus c'est surreprésenté Twitter. Plus on va vers le rouge, plus c'est sous-représenté. Donc là effectivement, le bleu là qui est là, le plus bleu, c'est ours polaire. Les ours polaires, tout le monde en parle. On avait ozone, donc ozone. Pour regarder où c'est. Alors, voilà, donc là, ozone, ça va être là, ici. Diminution de la couche d'ozone, c'est plutôt côté science. Et puis on avait dit quoi aussi d'autre Fonte des glaces. Fonte des glaces. Fonte des neiges. Donc fonte des neiges ici.
plutôt scientifique. En fait, quand on regarde l'image globale, ce que l'on voit, c'est que, vous voyez, ici, donc là, c'est l'agrégé sur 18 mois. Le bleu, là, se concentre ici, dans cette zone-là, où vous avez, donc tout ça, c'est impact des sociétés humaines, et impact des sociétés humaines. Et puis ici, là, c'est pas mal de bleu et de vert. Bon, c'est bien sûr l'impôt, hein, l'empreinte carbone, combustible fossile. Ça, c'est des choses que les gens connaissent bien. Et Twitter vous ouvre la totalité du flux En fait, il y a un flux public Twitter, ouais. et c'est ça qu'on attrape. D'accord, ok. Donc on n'a pas l'intégralité, mais on a un pourcentage assez significatif. Et par contre, après, dès qu'on va vers... Donc là, au niveau de la mer, ok. Mais dès qu'on va vers les écosystèmes, là, vous voyez, après, c'est plus que les stars. Hein, c'est plus les récifs coralliens, la faune, les ours polaires, etc. Et là, par exemple, si vous allez côté écosystème microbien des sols, là, vous avez quasiment que du orange, voire du rouge. C'est-à-dire que les gens n'ont pas trop conscience que les microbes dans les sols, même moi, j'avais pas conscience quand j'ai fait le truc, en fait, a un impact énorme sur le réchauffement climatique. C'est 20% des gaz à effet de serre, des émissions. Les interactions virus, vers de terre, etc. On ne sait pas dans quel sens ça va évoluer quand ça va se réchauffer. Donc ça vous donne un petit peu une idée de... Donc là, on a en gros une forme collective, entre guillemets, qui est les sciences, hein, qu'on voit, et puis par-dessus, on plaque, on regarde où est-ce que, comment elle est colonisée par l'attention du web. Et en fait, on a un système qu'on appelle lent rapide, c'est-à-dire que les scientifiques, ils sont lents. Pour publier un article, on met quelques mois, voire quelques années. Et les tweetos, eux, ils sont plutôt rapides, c'est quelques minutes, et puis même leur attention, elle va passer d'une journée à l'autre, elle va changer. Donc en fait, on peut passer dans le temps, on peut changer la couleur, on peut voir, si je repasse là, j'arrive pas à lire parce que la résolution n'est pas assez bonne, mais là, je suis en mai 2017, vous voyez, la couleur a changé, là, la couleur change, et donc parfois on a des coups de projecteur, mais par contre, cette zone-là est très stable. La zone-là, il y a une zone très stable. Si on croise Pierre Gilles et Donald Trump, ça va peut-être pas donner les mêmes occurrences. Oui, c'est sûr. Donc là, vous avez un exemple de forme émergente. Alors, ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que ces formes-là, donc ça, là, on analyse un paquet de traces agglomérées sur une période donnée. Mais en fait, ça évolue. Parce que là, j'ai pris 2 ans de données, mais c'était en 2015. Et depuis 2015, les choses ont évolué. Et donc, peut-être qu'il y a une nouvelle problématique qui est sortie. Peut-être que d'autres sont disparus. Donc, pour ça, il y a des techniques que j'ai développées avec des collègues, qu'on a appelées les philomémies. Et donc, l'idée, c'est de voir comment ce paysage-là se déforme. Alors, en fait, je peux recalculer la carte 2 ans plus tard, et je vais avoir à nouveau des couleurs. Mais mes couleurs vont pas forcément être peuplées de la même manière. Par exemple, côté forêt ici, peut-être que je vais avoir des nouveaux termes qui vont apparaître ou d'autres qui vont disparaître. Peut-être même que je vais avoir une nouvelle couleur qui va apparaître. Donc ça, on le suit par ce qu'on appelle la philomémie. Donc là, c'est un exemple appliqué aux sciences. Alors malheureusement, comme j'ai craché mon ordi ce matin, je ne peux pas vous montrer la version interactive de ce truc-là. Mais il faut imaginer... Donc ici, on regarde, donc là vous avez les années, et là je regarde les ordinateurs quantiques. Donc là j'ai les années de 94 à 2007, c'est quelque chose que j'avais fait il y a 10 ans déjà. Et donc pour chaque année, on calcule une carte. Et en fait, là la carte elle est déstructurée, c'est-à-dire au lieu d'avoir des couleurs connectées, etc., mes couleurs c'est mes carrés. Et donc j'ai mis toutes mes couleurs juste sur une même rangée. Les carrés, d'une année sur l'autre, dans mes carrés ici, j'ai des termes qui sont les termes de la couleur. Donc, ils ont des liens, etc. Mais là, je les écris juste à la ligne comme ça. Et en fait, d'une année sur l'autre, on peut définir une mesure. En fait, il y a des méthodes pour dire, j'ai cette couleur-là, j'ai ce carré-là, donc dedans, je sais pas, moi, je vais voir ça, Quantum Memory Channel, Topological Quantum Computing, etc. Donc j'ai ça, et je peux me dire, mais ça, c'est un sujet de recherche
en 1998. Mais d'où il vient ce sujet de recherche? C'est-à-dire quelles sont les recherches en 95, 94, 96 qui ont mené à ça? Donc en fait, je vais rechercher dans le passé les thèmes ou les couples de thèmes qui vont le mieux expliquer ce thème-là. Et ça, ce sont mes liens. C'est-à-dire que par exemple, ce thème-là, il est le mieux expliqué par celui-là, mais celui-là, il est le mieux expliqué par deux thèmes qui sont là. Et vous voyez que là, j'ai sauté des années parce qu'en fait, là, j'ai les années. Là, j'ai l'année. Donc cette année-là, celui-là, il s'est raccroché à des thèmes qui étaient dans l'année encore d'avant. Donc vous raccrochez tous les thèmes, et donc vous avez une structure qui sort, qui ressemble un peu à des parcours de fourmis. Et en fait, la structure, elle explique l'évolution du champ scientifique au cours du temps. Donc là, par exemple, pour les ordinateurs quantiques, ce que l'on voit, c'est déjà, il faut vous donner les codes couleurs. Quand vous avez donc des mots, il y a des mots là dans ces carrés, on peut, étant donné un mot, je peux savoir si le mot apparaît dans des périodes précédentes, dans cette structure-là. S'il n'apparaît pas, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, ce mot-là, soit il n'était jamais mentionné, soit en fait, il a été associé suffisamment fort à cette période-là pour intégrer un domaine, alors qu'avant, il avait des associations un peu plus lâches. Et donc, quand un mot est nouveau, c'est le rouge. Donc, à chaque fois que vous avez un carré rouge, c'est que dedans, il y a au moins un mot nouveau, une innovation. Donc, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'innovations. Là, il y en a beaucoup moins. Et là, à nouveau, il y en a un peu moins que là, mais quand même plus qu'au milieu. Vous voyez aussi que là, c'est très buissonnant. Donc, il y a beaucoup de petits domaines qui apparaissent. Après, il y a un peu un ralentissement, et puis après, ça repart. En fait, si vous allez... Et donc, ça, c'est... Bon, pour faire ça, juste comment j'ai fait ça, j'ai pris je travaillais avec l'Europe à cette époque-là. Enfin, j'ai un projet avec la communauté européenne. Et donc, eux, ils reçoivent des projets qui leur sont soumis. Ils en reçoivent plusieurs centaines par mois. Et donc, dans les projets, les gens mettent des mots-clés. Et donc, ils avaient la question, c'est j'aimerais bien voir en fait qu'est-ce qu'on me soumet, quelle est l'étendue des disciplines, parce que c'est un programme qui s'appelle Future Emerging Technologies, donc technologies futures émergentes, en fait. Et ils reçoivent des choses qui concernent un peu tout et n'importe quoi, enfin, dans la technologie. Et donc, il y avait des choses sur le quantique. Donc, j'ai pris à peu près, là, c'est à peu près 1000 projets qui avaient été proposés à FET. J'ai extrait les mots-clés. On les a réindexés dans l'ensemble du Web of Science. Donc, il y a une archive scientifique assez conséquente. Il y a 40 ou 50 millions d'articles dedans. Donc, ça veut dire qu'à partir des mots qui étaient proposés par les chercheurs, quand ils disaient « je vais trouver ça, ça va être génial, j'ai inventé l'optotronique et les ordinateurs quantiques », on a pris ces mots-là et on a regardé comment ces mots-là étaient mobilisés dans la littérature scientifique en général sur 20 ans, sur plusieurs millions d'articles. Avec ça, on a pu calculer nos cartes et on a pu calculer ces liens. Et donc, cette structure-là, c'est le vocabulaire autour des technologies quantiques, des projets soumis à FET, mais structurés par la littérature mondiale. Et là, donc là, ce qu'on voit, c'est une structure comme ça. Et en fait, si vous allez voir sur la page Wikipédia de ordinateur quantique ou machin, ou communication quantique, ce que vous voyez, c'est qu'il y a eu un premier développement entre 1994 et 2000, très dense. En fait, ça a vraiment commencé dans ces années-là, avec les premiers schémas pour la correction d'erreurs quantiques, première réalisation d'une porte logique quantique. Donc, là, c'est vraiment les premiers algorithmes quantiques et systèmes physiques quantiques. Donc là, il y a eu beaucoup d'innovations et en fait, en 2001, il y a eu des résultats négatifs. Donc on a démontré que l'entanglement, en français je crois que c'est enchevêtrement, mais donc c'est le fait que deux particules quantiques sont couplées, était indispensable en fait pour faire des ordinateurs quantiques puissants. C'est-à-dire que sans ça, les ordinateurs quantiques ne peuvent pas dépasser l'ordinateur traditionnel, or c'est le but. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont fait une nouvelle roadmap, donc une nouvelle feuille de route, et ils sont partis sur une nouvelle direction. Et pendant quelques années, là, il y a eu un peu un ralentissement, et ils disaient, bon, dans quelle direction il faut aller. Donc, en fait, ça vous donne ce qu'on appelle une branche philomémétique, c'est-à-dire
sur un domaine donné qui apparaît de manière complètement émergente. C'est pas moi qui ai décidé qu'il y aurait une branche quantique. C'est juste, j'ai pris les mots en vrac, j'avais 5000 mots, j'ai appliqué mes méthodes en prenant comme référence de connaissance l'ensemble de la publication scientifique du Web of Science, et ça m'a dit il y a une branche quantique et c'est comme ça qu'elle se développe. Et en temps de développement d'outils de ce type-là, juste pour avoir une idée, cette recherche, vous l'avez menée en combien de temps? Ah bah, ça fait maintenant presque 15 ans que je travaille sur ces méthodes. Pour réaliser ce truc-là, moi c'était il y a 10 ans, cette image-là, un peu moins de 10 ans. Donc là, ça a mis du temps parce que c'était... en fait, quand vous faites de la recherche et que vous développez, on fait des trucs de plus en plus sophistiqués, de plus en plus automatisés. Donc au début, vous faites des trucs un peu custom, il faut changer toutes les variables, ça met plein de temps. Et en plus, à l'époque, les ordinateurs étaient moins bons. Maintenant, là, on est en train d'implémenter ça dans Gargantext. Donc dans quelques mois, il y aura ça dans Gargantext. Et l'objectif, c'est qu'en 1 heure, ça soit fait. Mais à l'époque, ça pouvait prendre plusieurs semaines. Donc ça, c'est ce qui vous sort quand vous avez ces trucs-là. Mais en fait, il va vous sortir plein de branches. Il va vous sortir tout ça, là. C'est des thèmes qui sont traités par ce programme européen. Et vous voyez, elles ont plein de formes différentes. Vous avez... on traite l'obésité, on va traiter les prothèses, on va traiter les jeux. Par exemple là, vous avez un truc qui commence en 2003 d'un coup, c'est les jeux en ligne multijoueurs. D'un coup, ça apparaît, il y a dû y avoir un programme dessus. Et donc en fait, chaque forme ici reflète la dynamique endogène des communautés qui font leur découverte. Alors ça dépend de la taille de la communauté, du nombre de gens qu'il y a dedans, de la difficulté du champ, de savoir si on est au début ou à la fin de la découverte de ce champ-là, etc. Donc là, vous avez plein de formes. Et donc là, c'est vraiment le travail des fourmis des chercheurs qui laissent des traces. Voilà, donc l'idée générale de ça, c'est de vraiment de dire il faut arriver de se sortir du cadre et de se voir collectivement comme produisant des macrostructures. Et vraiment essayer de concevoir une société ou l'humanité comme un super organisme qui va laisser des traces, et donc on va pouvoir retracer les traces. Si l'humanité a collectivement produit de la bave d'escargot, ça c'est les traces de la bave d'escargot. Donc voilà, la question c'est pas de savoir si le super organisme est conscient ou pas, mais de toute façon par son fonctionnement collectif, il crée des traces. La deuxième chose, c'est de se confronter justement à ces comportements collectifs. Et donc là, on construit des choses qu'on appelle des macroscopes. Ce n'est pas nous qui les avons appelés ça, c'est Joël de René en 1975 qui avait dit on est dans des systèmes complexes, etc. Il faut arriver à créer des instruments qui nous permettent, de même que le microscope nous aide à voir l'infiniment petit, les macroscopes devraient nous aider à voir les systèmes dans lesquels on baigne et ce qu'on génère. Donc on crée ces genres de choses, et par exemple la chose sur la COP21 que je vous ai montré, d'une certaine manière c'est un macroscope, ça vous montre comment des milliers de scientifiques interagissent, et le jour, et maintenant on est quasiment là en fait, déjà avec Gargantext c'est le cas, ça devient temps réel, donc en fait à n'importe quoi, vous pouvez dire c'est quoi là en ce moment l'image sur les zones urbaines, paf, hop, ouais, vous avez l'image, et ce truc là il va bouger à l'autre du temps. Alors, juste pour terminer, puisque là, ça c'était l'exposition Rêve des formes, on a fait un projet avec les gens du Frénois, donc c'était pour les 20 ans du Frénois, il y a une exposition au Palais de Tokyo, et donc on m'avait demandé de participer à un groupe de travail en amont pendant 1 an, pour voir s'il y avait des collaborations sciences et entre scientifiques et plasticiens pour faire quelque chose pour cette exposition-là. Et donc, j'avais rencontré Jonathan Pep, qui est un plasticien sorti du Frénois, et qui fait ce genre de choses-là. Il fait pas d'autres choses, mais il fait des sculptures molles, des espèces de robots. Il essaie d'inventer en fait une plastique pour des êtres mous. Et puis, je me suis dit, en fait,
moi, ça faisait longtemps que je voulais incarner ces philomémies, parce qu'en fait, ces choses-là, là c'est quelques branches de Future Emerging Technology, mais là, ici, en fait, il n'y a que 3% de la philoménie complète. C'est-à-dire qu'en fait, des branches, il y en a plus que 30 fois plus. Et en fait, si je voulais l'imprimer, ça ferait tout le tour, et il y a tous les thèmes. Mais c'est juste pour technologie future émergente. Hein, si je prends toutes les sciences, alors là, j'ai un champ énorme. Je peux avoir une forêt tropicale de branches scientifiques. Donc moi, ça faisait longtemps que je me disais, ça serait bien de pouvoir interagir avec ces objets-là et de les mettre dans l'espace et voir même graphiquement ce que ça fait. Et donc, quand j'ai vu le travail de Jonathan, je me suis dit, bah voilà, je lui ai proposé, je lui ai dit, si ça t'intéresse, on monte un petit projet autour de ça. Et donc, voilà, on a commencé à cogiter ensemble. On est parti sur l'idée d'avoir un environnement vidéo immersif pour explorer ces choses-là. Il y a un troisième compère, Thibaut Rastagnan, qui nous a rejoint, qui est spécialiste, lui, en justement vidéo, interaction vidéo 3D. Et on a créé une installation donc, qui a été au Pai Tokyo, qui s'appelait Stalagmem. Alors, je vais vous montrer des exemples. Je ne sais pas si j'ai des images après. Oui, c'est ça, je vais vous montrer après. Attendez, je regarde juste ce que je vous montre. Voilà. Donc, la question, c'était comment interagir en temps réel avec les traces numériques. Et puis, est-ce qu'on peut construire une incarnation de ce collectif qui nous transcende en quelque sorte, en le rendant tangible. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, moi j'ai des branches, alors là, bah, c'est une autre philomémie, ça c'est justement sur le changement climatique. J'ai pris les termes là, du Tweetoscope que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, j'ai construit la philomémie à partir des débats Twitter sur plusieurs mois, et ça donne ces structures-là. Donc là, par exemple, vous avez une structure qui est liée au débat en ligne sur la question des ressources en eau souterraines et des rendements de l'agriculture. Donc on en parle beaucoup là, après on n'en parle plus, après on en entend à nouveau, etc. Ça, c'était sur Twitter à un moment donné, pendant à peu près 6 mois, semaine après semaine. Et donc, j'ai calculé cette philomémie. Vous voyez, il y a plein de formes différentes. Et ensuite, on a pris ces formes-là, on les a mis en 3D. Donc là, c'est le travail de Jonathan. Il a pris une branche comme ça. Moi, je vais donner la description informatique de ce truc-là. Et il l'a transformé, il l'a habillé, il a créé des skins. Et il l'a transformé en cette structure-là. Et donc, on a une représentation graphique, un petit peu, enfin plastique, de ces choses-là. Alors là, il y a ça c'est à plat, ça c'est en 3D. Et après, on a construit une grotte. En fait, ils ont scanné Thibaut et... Alors là, par exemple, ça c'est l'empereur pingouin. Voilà. Ça, c'est la croyance dans le réchauffement climatique. Donc, on incarne ces genres de choses. Et après, ils sont allés scanner une grotte, enfin même 2 grottes dans le sud de la France. Ils les ont numérisées donc, en jeu vidéo. Et Jonathan et Thibaut, voilà, c'était pas mal le travail de Thibaut, a construit une manière... a construit une manière de naviguer dans cette grotte. Et en fait, dans cette grotte, il y avait ces trucs-là qu'on appelait Stalagmem qui poussaient. C'est-à-dire que c'était leur environnement naturel, c'était sous terre. Et en fait, pour les faire pousser, donc là, vous voyez, ça c'est l'image de la grotte, je vais vous montrer tout à l'heure. Là, il y a des stalagmem ici là, qui sont en train de pousser dans le plafond de la grotte. Et en fait, pour pousser, l'installation était connectée à nos serveurs de l'ISC et au Tweetoscope climatique qui reçoit en temps réel les tweets. Et en fait, à chaque fois que... Alors par exemple, imaginez qu'elle avait poussé, qu'une branche a poussé jusque là, ici, là. Et bien pour pousser là, il faut qu'un des mots qui sont là soit mentionné dans un tweet. Donc en temps réel, il écoute, et hop, dès qu'il entend un truc, paf, il pousse. Donc on avait une croissance de ces branches-là, dont la vitesse était proportionnelle à la manière dont on parlait des thèmes de la branche sur Twitter au moment où on le regardait.
Et donc on avait des trucs comme ça qui croissaient et on pouvait se balader enfin, l'installation existe toujours, elle a été présentée pour l'instant 2 fois, à Tokyo et au Safran numérique, et puis à l'ISC aussi. Et donc en gros, on est avec un joystick. Après, on projette, alors on a fait sur 2 grands écrans, on a fait aussi sur 3 écrans, enfin bon, il y a plusieurs manières de projeter. Et on se balade dans la grotte à la recherche des stalagmènes, et puis de temps en temps on est devant un, et puis on attend, et puis de temps en temps il y a un truc qui pousse. Et en fait, là les formes elles étaient précalculées, c'est-à-dire que la forme elle est issue du débat tel qu'il a eu lieu, je sais pas moi, en 2017, pendant 6 mois, et après on la réinstancie en fonction du débat actuel. Donc en fait, une fois que le truc est entièrement poussé, eh bien, on le fait tomber comme un fruit mûr, et il tombe par terre. Et en fait, après, il s'accumule sous l'endroit où il y a la graine de stalagmène. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une installation évolutive, c'est-à-dire, au fur et à mesure du truc, il y a de plus en plus de choses qui peuplent, et puis ça commence à tomber. Et donc, les endroits, si par exemple, à un moment donné, il y a un forêt sur la déforestation, ou chez les empereurs pingouins, et bien, sous l'endroit où il y a les empereurs pingouins, ça va devenir un gros tas, parce qu'on en aura parlé beaucoup et ça aura produit beaucoup de choses. Donc, je peux vous montrer rapidement, et je terminerai par ça, un petit film. Donc après on a fait, alors c'est le même point, je crois. Ah, j'ai oublié. Voilà. Donc on a fait un site pour l'exposition, donc ça c'est le truc. Et puis, vous voyez, donc ça c'est les photos de la grotte. Et donc ça donne ça. Donc là, il y a même des enfants qui jouaient. L'idée c'est rendre un truc accessible un peu pour tout le monde. Donc là, il y a quelqu'un qui est sur un joystick, sur le noir. Et donc il se balade dans cette grotte-là, qui est vraiment assez réaliste. On peut apprendre à naviguer. Donc il y a de l'eau qui coule, et là vous voyez, celle-là c'est une stalagmène croyance dans le changement climatique, qui va se développer au cours du temps. Alors, il faut qu'on parle de choses comme ça. Voilà, on navigue des endroits où on voit plus ou moins de... Ouais, c'est des créatures assez discrètes finalement. En général, on ne les voit pas, parce que c'est des choses qui... Voilà, c'est un truc assez grand. Là, vous voyez, il y avait un par terre là, qui était tombé. Et puis, là, il y en a au sol. Il y a un endroit où il y a une cascade. Enfin, et donc, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Je vais l'éteindre parce que... Ouais, je l'éteins tout. Et alors, il y a un truc, juste pour l'anecdote, il y a un truc assez rigolo pour ça, c'est que donc on avait fait tomber les stalagmènes, et en fait, au début, on avait prévu qu'ils bougent en l'air. Et en fait, ils n'ont pas du tout bougé en l'air, ils restaient complètement figés. Par contre, une fois qu'ils tombaient, ils se mettaient à bouger. Et donc en fait, quand l'installation durait suffisamment longtemps, ça faisait des tas. Et en fait, du fait qu'ils bougeaient, ils se cognaient les uns les autres, et ils commençaient à avancer dans la grotte. Et donc en fait, c'est devenu un vrai jeu vidéo, parce que quand on se balade dans la grotte, pareil, c'était un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que quand on rencontre un stalagmène, ça fait une boîte de collision, et en fait, on est éjecté de la scène. Et en fait, on s'est game over, et on revient à l'endroit de départ. Et donc au bout d'un moment, le sol était jonché de ces trucs-là, qui avançaient, et donc pour naviguer dans la grotte, il fallait les éviter, et donc ça devenait un vrai jeu vidéo qui n'était pas du tout le but au départ. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais éteindre mon téléphone aussi. Voilà. Je regarde juste si... Ouais, c'est tout, c'était fini. Voilà. Merci beaucoup. C'est-à-dire, quelle forme de connaissance on sort des philomémies? Oui, de tout ce dispositif-là qui Alors, est mis en place. Donc en fait, les philomémies, il
il y a plein de questions. Moi, ce qui m'a amené à inventer ce genre de choses, c'est la question, c'est quoi la structure de la science? Donc, la structure de la science, il y a en philosophie des sciences, j'ai travaillé sur les théories de philosophie des sciences, etc. Donc, il y a plein d'hypothèses sur la manière dont les sciences se développent, les études ponctuées, conjecture et réfutation, enfin plein de philosophes ont proposé plein de mécanismes. Ces mécanismes, on s'attend à ce qu'ils aient des signatures spécifiques, c'est-à-dire que si l'un est vrai ou que l'autre est vrai ou que les deux sont vrais, on doit trouver des signatures en termes de forme de ce que ces mécanismes produisent. Et donc l'objectif premier, c'est de dire je vais arriver à produire une représentation de la forme de ce que c'est la science, pour après pouvoir travailler sur la morphologie de cette science et essayer de voir si elle peut corroborer certaines théories en philosophie des sciences. À partir de ça, en fait, il y a eu énormément de développement parce que j'ai été, par exemple, sollicité immédiatement par les gens qui font de l'archive scientifique et de la navigation dans les documents scientifiques. Puisque l'idée, après une application aussi directe, c'est tout simplement de dire je suis en face de la biologie, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment en biologie. Donc je crée les phylogémies, je vois les différentes zones, je vois là où ça s'hybride et là où ça se sépare, et je peux même dire, en ce moment on parle beaucoup de, je sais pas moi, graphène. Le graphène, quelles sont les recherches qui ont amené au graphène? Et donc je retrace toute l'histoire du graphène, et là je suis plutôt dans le côté histoire des sciences automatiques, où je vais, enfin automatique, c'est jamais automatique, parce que l'intérêt après c'est l'interprétation et l'interaction, mais j'ai une entrée dans l'histoire des sciences qui va me permettre de retracer le parcours qui a mené à un concept de données. Après, il y a plein d'analyses que l'on fait statistiques sur les phylogémies elles-mêmes, c'est-à-dire qu'après on peut se poser la question de la prédiction, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, étant donné un champ, de dire est-ce que ce champ-là est en train de se développer, de se rétracter, est-ce qu'il a tendance à se diviser, donc exactement comme les biologistes peuvent prendre une cellule et dire elle est en train de se diviser ou pas. Donc on fait aussi des analyses dans ce sens-là. Après, on peut poser des questions sur même la manière dont la science se fait, mais d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire, en gros, parce que là on a les philomémies, mais après dans les philomémies, le pendant, il y a le pendant social, donc il y a les groupes sociaux, il y a des philomémies de groupes sociaux, il y a l'interaction entre les deux, il y a la manière dont les gens migrent d'une branche à l'autre. Donc après, il y a toutes les questions de politique scientifique, de migration, des thématiques, de spécialisation des gens, de l'importance de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que comment est-ce qu'un nouveau champ se crée, est-ce que c'est parce qu'il va emprunter à d'autres champs. Et donc après, on est en train de construire des langages où on pourra poser une question, par exemple, dire sortez-moi tous les champs qui sont en train de s'hybrider en ce moment. Donc là, vous allez sortir, que ce soit en biologie, en physique, etc., tous les trucs qui sont en train de s'hybrider. Donc c'est ce niveau de langage-là que je veux arriver à développer pour la science. On peut faire la même chose, comme c'est générique, sur les débats, les opinions, etc. On l'a utilisé sur Twitter, on l'a utilisé sur les débats gilets jaunes, etc. Donc l'idée, c'est en ce moment, c'est quoi, par exemple, il y a un nouveau parti qui est en train d'émerger, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut voir l'idéologie qu'il y a derrière, comment elle s'est différenciée par rapport à d'autres, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue scientifique, je pourrais continuer assez longtemps parce qu'il y a plein de choses à faire. Après, il y a aussi d'un point de vue, d'un point de vue ergonomique, c'est-à-dire d'interaction. Si on se place dans la théorie Varela, une action, etc., en fait, la manière dont on interagit avec ces objets complexes est constitutif du sens que l'on leur attribue. Il n'y a pas l'information, et puis j'appuie sur un bouton, j'ai ma carte, et l'information est là. Il faut arriver à trouver des dispositifs où on interagit avec, et c'est dans l'interaction que l'on va, exactement qu'on fait avec les objets réels. Un objet réel, vous l'observez à une échelle donnée, spatio-temporelle, et si vous allez dans les échelles plus grandes ou plus petites, vous voyez complètement différent. Donc pour la connaissance, c'est la même chose. Donc il faut arriver à trouver des dispositifs interactifs qui permettent ça. Donc c'est les choses qu'on développe.